Oui, c'est parfait. Bon, alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais faire court. Donc, ça, c'est, voilà, je vous rassure. Donc, parce que j'ai choisi de présenter un travail qui a quelques années, mais qui est intéressant plutôt de dire ce que les choses sont. Je vais plutôt finir par dire ce que des choses ne sont pas. Donc, c'est un travail qui est un peu contrafactuel. Mais voilà, parfait. Donc, ce que je disais, c'est un travail qui a été fait sur des anas de lin, hein, donc qu'on appelle parfois le bois de lin. Donc, enfin, il s'agit d'un coproduit de l'industrie du lin qui est obtenu en masse, hein, dont les industriels ne savent pas trop quoi faire, obtenu en masse dans la production de fibres textiles de lin. Alors, bois de lin aussi parce que la composition est assez différente de celle de la fibre. Donc, pour étudier ces ANA, bon, on a fait pas mal de choses, mais pour le suite du travail, ce qui a été fait, c'est un pré-traitement un peu conventionnel, hein, dans lequel on a broyé, desciré, fait un traitement à la soude pour enlever des hémicelluloses et un essai de blanchiment avec une méthode dite verte qui finalement s'est avérée peu efficace. Donc, en sortie, on a retrouvé, comme confirmé par infrarouge et RMN du carbone, euh, un matériau qui est composé essentiellement de cellulose et de lignine. Est-ce que vous voyez bien l'infrarouge et le carbone? Oui, ok, parfait, merci. Donc voilà, ça c'était pour le matériau de base. Et ensuite, l'idée de la thèse, c'était de produire des nanocharges de différents types, mais en particulier des nanocristaux. Et là encore une fois, on a voulu essayer une méthode un petit peu novatrice, mais j'y reviens tout de suite. Donc les nanocristaux sont souvent considérés comme étant les briques élémentaires de la cellulose, hein, les petites briques cristallines. Et en général, on arrive à les obtenir par une hydrolyse acide. Alors ça se fait très souvent dans de l'acide sulfurique, ça peut se faire aussi dans de l'acide chlorhydrique et dans d'autres acides. Et le mécanisme est celui d'une scission, hein, des chaînes, notamment le long de la liaison glycosidique. Alors sur différents sites, et là-dessus il n'y a pas consensus réellement, des sites qui sont considérés comme étant amorphes ou des défauts de structure, des défauts cristallins, type dislocation. Alors bon, là-dessus il y a beaucoup à dire, mais c'est pas le sujet du jour. En 2016, une méthode a été publiée qui fait utilisation de l'acide chlorhydrique sous phase vapeur avec quelque chose d'assez surprenant. Alors, justement, par rapport au débat sur la cristallinité et sur les zones amorphes, c'est un rendement de 99%. Là où des méthodes à l'acide sulfurique ont des rendements beaucoup plus faibles, de l'ordre de 30 à 50%. Euh, donc, nous avons utilisé cette méthode euh, avec effectivement des hauts rendements de production. Et sur les ANA, on a pu voir que différents temps d'hydrolyse permettaient d'obtenir des nanocharges effectivement de plus en plus petites. Donc, je vous invite à regarder surtout le 8 heures, hein, c'est la dernière colonne, donc en mètres, en AFM pour donner la troisième dimension. Euh, Et ce qu'il a été intéressant de faire, du coup, puisqu'on conserve l'essentiel de son matériau, c'est de regarder ce que dit la diffraction des rayons X. Puisqu'on est censé sortir des charges des nanocristaux, on s'attend à une augmentation de la cristallinité. Alors je m'attarde un tout petit peu sur ce modèle de diffraction. Donc c'est des travaux un peu plus anciens qui consistent à rationaliser les diffractogrammes obtenus sur la cellulose, notamment en imposant à la particule sa convexité. Parce qu'il existe beaucoup de modèles qui peuvent faire appel à des choses un peu tarabiscotées, mais on peut se retrouver avec, par exemple, des nanocristaux qui sont des chapelets de perles ou des choses comme ça, avec des décompositions harmoniques de taille. Là, l'idée, c'est d'avoir un modèle très rationnel, et donc ce qu'on obtient, c'est une forme, c'est ce que vous voyez en bas à droite, en fait, la forme modélisée. C'est une section transverse des nanocristaux qui ressemble à un petit losange, et puis en longueur, une évanescence de l'ordre, en fait. C'est ce que traduit les deux formes en pointe. Alors, quand on regarde un peu plus précisément le taux de cristallinité, enfin tel qu'il est défini dans ce papier, on voit qu'il évolue très très peu, et pour pas dire pas du tout. Et en termes de dimension latérale, on constate uniquement une très légère co-cristallisation le long des faces hydrophiles. Donc, le message, c'est qu'on a un matériau qui, avant et après hydrolyse, a la même composition chimique. On n'a pas de perte de masse.
Euh, Ceci dit, on le fragmente en nanocristaux et la cristallinité reste à peu près la même. Voilà. Aussi, les nanocharges ne correspondent pas aux tailles déterminées par diffraction des rayons X. Donc, dans tous les cas, même après obtention d'une nano, on reste avec une nanostructure. Et alors là, justement, c'est très intéressant d'avoir eu une présentation précédente parce que la structure, elle est, à mon avis, plus que double échelle, elle est vraiment multi-échelle. Euh, et même aux échelles nanométriques, on a encore de la structuration en fait, de la cellulose. Ce qui va nous servir à expliquer la suite. Donc ça, c'était la manip un peu jolie de la thèse, qui consistait à faire un balayage en température de ces matériaux, donc avant et après hydrolyse d'acide, et dans différentes conditions de préparation, et notamment avec un marquage isotopique, donc un marquage isotopique au D2O, qui a été fait après un séchage, enfin par immersion, puis séchage à l'azote, ensuite stabilisation en atmosphère D2O, et puis aussi un rééchange qui a pu être fait après ce séchage pour faire une reprotonation. Euh, donc, ça, c'est le genre de résultat qu'on obtient. Donc, pour chaque matériau, on a plusieurs centaines de spectres infrarouges en fait, à traiter, hein. Donc, on change un petit peu de champ de traitement. Donc, sur la première ligne, vous pouvez voir des spectres infrarouges d'un matériau qui n'a pas été hydrolysé entre 20 et 260 degrés Celsius. Sur la deuxième ligne, le même matériau hydrolysé 8 heures. Première colonne dans son état naturel, protoné normalement. Deuxième colonne, échange isotopique. Et troisième colonne, reprotonation, après échange isotopique. Alors il y a énormément de choses, mais je ne vais pas m'attarder sur tout. Mais on peut voir que la stabilité thermique des nanos est quand même assez différente. Au-delà de 180 degrés. Je vais surtout parler de l'eau, puisque c'est le sujet du jour. Alors, finalement, il y a 3 ou 4 résultats vraiment importants. Le premier, c'est que dans la littérature sur la cellulose et la paroi végétale, on définit souvent un taux d'accessibilité ou une cristallinité euh, en fonction du taux de reprise de l'oxyde de deutérium, qui est défini comme étant l'air du D2O sur l'air relative de la partie D2O plus H2O dans le spectre infrarouge. Alors la première chose qui apparaît ici, ce sont, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais ce sont les deux colonnes bleues. Donc sur la première colonne bleue, on a le matériau non hydrolysé et deutéré, et sur la deuxième colonne bleue, le matériau hydrolysé et deutéré. Ce qu'on peut voir, c'est que le taux d'accessibilité ou le taux de cristallinité, tel que défini souvent dans la littérature, serait plus élevé pour le matériau non hydrolysé, ce qui est faux. Euh, donc ça interroge sur en fait l'effet réseau et l'effet nanostructure des celluloses, avec un captage finalement du marqueur euh, dans des zones, dans des singularités nanoporales. L'autre résultat qui est assez important, c'est qu'aussi, quand on fait une reprotonation, ce qu'on constate, c'est que le matériau qui a encore un petit peu de structure fibreuse va piéger l'oxyde de deutérium. Alors qu'après l'hydrolyse acide, le piégeage est annulé. Donc, ce que cela veut dire, c'est que même un simple séchage sans température, finalement, va suffire à imprimer une hystérèse importante au matériau et à piéger de l'oxyde de deutérium. Donc ça, c'est un résultat important. Et alors là, on a deux résultats un petit peu contradictoires. Je finirai là-dessus pour, pour la réflexion. Le premier, c'est de se demander justement comment évoluer ce taux d'accessibilité en fonction de la température. Donc c'est la courbe de gauche. Puisque si les porosités sont importantes, alors on peut penser qu'au-delà de 100 degrés, on va procéder plus facilement à l'évaporation de l'eau contenue dans l'espace poral et on pourra retrouver quelque chose de consistant. Alors c'est vrai qu'au-delà de 100 degrés, les deux courbes se croisent et on peut voir que le matériau hydrolysé 8 heures en noir aurait un taux d'accessibilité plus élevé que le matériau non hydrolysé. Donc là, on serait assez content de ce résultat s'il était tout seul, parce qu'on peut penser qu'effectivement, on a une surface spécifique plus élevée sur le nano après hydrolyse que sans hydrolyse. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas si simple, malheureusement, parce qu'on a de la convolution de plusieurs effets.
Et sur la figure de droite, ce que l'on voit, c'est un tracé de l'eau moléculaire, donc normalisé, donc un calcul relativement licite aussi, je dirais, en fonction de la température. Et ce que l'on voit, c'est que eh bien, le résultat est assez différent finalement, puisque le matériau non hydrolysé va avoir une teneur en eau moléculaire plus élevée sur tout le cycle. Alors, il ne faut pas regarder au-delà de 180 degrés parce que l'on rentre sur d'autres phénomènes de déshydratation de la cellulose, de la chaîne de cellulose même. Voilà. Donc, ce que ces résultats montrent, en fait, c'est qu'on n'a pas forcément une vue très claire en spectroscopie infrarouge sur la nature des sites occupés par une molécule d'eau libre ou par une molécule d'eau lourde. Par conséquent, c'est une technique qui peut produire des faux positifs, notamment en ce qui concerne les notions d'accessibilité et de cristallinité. Donc, c'est plutôt quelque chose à éviter. Par contre, c'est une technique qui permet de pousser un peu plus loin la réflexion sur la nature des sites accessibles à l'eau, en fonction de la nanostructure même des nanocharges. Voilà. Alors, je vais juste finir par quelque chose que je n'ai pas écrit dans les diapos, c'est qu'on va continuer ces travaux avec un système de microscopie hyperspectrale qui sera régulé en température dans les années qui viennent. Merci à tous. Merci Benoît pour cette présentation. Je regarde juste s'il y a peut-être quelques questions qui te concernent. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour Ça peut être en poser une direct. question? Éventuellement, si personne, je veux bien parler, Patrick? Patrick. Oui, Patrick, Euh, vas-y. alors, merci pour cet exposé qui est quand même un peu technique par rapport aux échelles auxquelles je travaille. Mais c'est vrai qu'on se pose toujours la question sur comment se comporte la partie amorphe de la cellulose. Et on sait bien par rapport aux travaux du CERMAF que ce qu'on appelle amorphe de la cellulose, c'est aussi la partie des cristaux qui sont exposés à l'extérieur. Et je me demande si ces études-là peuvent nous renseigner un peu plus sur comment ça se passe. Et puis l'accessibilité, ben, on imagine que, alors on sait très bien, par exemple, les cycles de sorption peuvent changer la cristallinité. Est-ce que ça change la conformation de ces celluloses nanocristallines? Est-ce que ça peut barrer certains cycles de sorption parce que ça réarrange localement? Voilà, donc c'est des questions un peu larges, mais euh, moi, ma connaissance sur ça, c'est la littérature. J'ai jamais travaillé dessus vraiment directement, mais en tout cas, c'est important pour l'aspect comportement, hystérésis, effet mémoire, effet des cycles. Et c'est vrai que je n'ai pas assisté, moi, dans mon exposé, mais moi, je mets toujours dans mes modèles aussi l'aspect relaxation moléculaire, hein, en plus du double échelle. Je m'arrête là. Absolument. Mm. Bah, j'abonde dans ce sens. En fait, la difficulté, c'est le couplage, les couplages qui peuvent exister, effectivement, la plasticité de la cellulose qui augmente avec le taux d'humidité, des forces capillaires qui peuvent rentrer en jeu et créer des changements structurels, des changements dans l'espace poral, des changements ouais, d'ouverture, de capacité d'absorption, etc. Donc, et puis évidemment le couplage température, hein, comme tu l'as dit, Patrick, un peu plus tôt. Donc tout ça, c'est très compliqué à étudier, mais mon point, c'est qu'en fait, même quand on essaie de simplifier au maximum le système, ça reste encore compliqué. Une dernière question. La présence de lignine résiduelle est-elle prise en compte? Prise en compte sur quoi? Brigitte Chabert en Oui, direct. bonjour. En fait, ou alors j'ai pas bien compris, je ne sais pas s'il reste potentiellement de la lignine à différentes étapes d'hydrolyse. Et si oui, est-ce que ça joue quelque part dans les spectres, etc. Oui, alors apparemment, avec cette méthode d'hydrolyse, hein, qui est un petit peu spéciale, hein, on n'a pas touché à la composition, en tout cas pas Ben, telle qu'on a, pas ouais, avec c'est les ce que j'ai techniques qu'on a compris. utilisées. Voilà. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est perturbant dans l'interprétation des résultats, le fait qu'il y ait de la lignine? C'est ça que je me demandais. Alors, voilà. Euh, bah, Bon, je sais pas. ouais, mais alors pareil, je vais un peu botter en touche, mais quand même répondre, c'est que souvent, on utilise, c'est des études qui sont pas faites sur de Oui, la cellulose non, ultra non, je pure non sais. plus. C'est fait Donc, sur du bois souvent, oui, je sais, ouais. mm, Mhm, d'accord. Ok, non, je me demandais si vous aviez. Bien. Merci. Merci. Merci.